Un jour, ça changera, parce que c'est une tradition qui changera. En revanche, il y a quelque chose qui ne changera jamais, c'est le dogme. Car le dogme, c'est effectivement l'expression de la vérité. Et cette vérité est unique. Là, le dogme, vous ne pouvez pas changer. Aucun journaliste, aucun pape, aucun prêtre ne changera jamais le dogme. C'est ce qui vous explique, par exemple, qu'aucun pape ne tolérera jamais l'avortement. Alors que n'importe quel pape, enfin là on revient dans la tradition, n'importe quel pape peut un jour changer la législation de l'Église sur la contraception. La contraception, c'est une chose, l'avortement, c'est une autre. La vérité unique, elle n'est pas dans la contraception, elle est dans l'avortement. Parce que c'est la révélation, c'est le décalogue, tu ne tueras point, et puis voilà, et ça ne changera jamais. Mais en revanche, que les couples utilisent des moyens ou chimiques ou prophylactiques pour réguler les naissances, ça, c'est quand même quelque chose qui changera. D'ailleurs, ça a failli ne pas se faire, comme vous le savez peut-être. Il y a eu des commissions autour du pape Paul VI qui ont failli prendre la décision inverse. Donc, vous voyez que c'est tout à fait relatif. Il faut aller chercher les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la révélation. La révélation, c'est la Bible, les évangiles, point. Enfin, bon, les actes des apôtres, Saint Paul, mais enfin, point. Ça ne changera pas. Personne ne peut aujourd'hui changer cette révélation-là. Et tout ce qui est l'apport du langage de l'Église moderne, l'apport du Concile, etc., tout ça, ça permet à l'Église d'évoluer, mais ça ne changera jamais la révélation. Alors, en matière d'Église, on ne parle pas de langue de bois. L'expression est d'un de mes anciens rédacteurs en chef qui s'appelait Noël Copin. On parle de langue de buis. Et franchement, la langue de buis, c'est quand même une belle expression. Je vous invite à la noter, parce qu'elle me fait toujours rire. Moi. Elle est quand même formidable. La langue de bruit, c'est justement le moyen de l'Église institution, de l'Église pouvoir, de préserver sa tradition, son unité par des mots, par des concepts qui sont souvent propres à elle. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment que dans l'Église qu'une réunion, ça s'appelle une congrégation. Vous entendez parler, là, il y a un an, un peu plus d'un an, on ne parlait que du motu proprio du pape à l'égard de l'Église de France, notamment, puisque c'était dans l'Église de France qu'il y avait ce problème des intégristes, il fallait les intégrer, pas les intégrer. On parlait d'un motu proprio. Il n'y a vraiment que dans l'Église qu'on parle de ça. Il n'y a vraiment que dans l'Église que l'annonce d'un nouveau pape se fait par le protodiacre. Ça, c'est quand même formidable. Le protodiacre. Protodiacre, sachez-le quand même, c'est le premier évêque diacre dans l'ordre des évêques. Il y a 3 ordres des évêques, et c'est le premier des évêques diacres. C'est quand même formidable. Ça ne correspond plus à rien du tout, c'est complètement obsolète, mais c'est aussi la façon pour une institution de préserver son histoire, sa culture, son identité, que d'avoir justement des mots à elle. Et ça n'est pas, je veux dire, c'est amusant, mais ce n'est pas scandaleux. C'est complètement normal. Alors, normal. Souvent, quand on est journaliste et quand on est au Vatican, on s'agace de ça, parce que c'est aussi le moyen pour les hommes d'Église de se retrancher derrière la facilité du discours non contesté. Et combien de fois, notamment nous les journalistes, on se fait quand vous rencontrez un cardinal, en général il vous dit oui, mais notre temps à nous n'est pas celui des médias. Alors très bien, éminence, mais moi je fais mon interview dans 2 heures et puis demain je fais mon article. Non, mais voilà. Voilà, je passe un peu rapidement, mais on pourra éventuellement revenir dans le débat sur la spécificité du pape Jean-Paul II là-dedans, s'il y en a que ça intéresse, parce qu'effectivement, on a encore tous en tête l'originalité de ce pape, qui a quand même marqué l'histoire, notamment sur le plan du langage et justement et de l'information et de la vérité. On pourra, si vous voulez, y revenir tout à l'heure. Mais pour respecter mon horaire, je vais passer à ma 3e expérience, où là, alors, on passe non plus à la vérité, au contraire, mais à la démocratie pluraliste. Qu'est-ce qui caractérise la démocratie pluraliste? Alors là, on change de monde, en effet, puisque ce qui la caractérise, c'est la liberté. Alors ça ne veut pas dire, bien sûr, que la liberté dans l'Église n'existe pas, mais elle n'a pas le même sens, en tout cas pas tout le même sens. La liberté dans une démocratie, c'est la liberté d'expression, d'abord, liberté d'opinion, liberté de réunion, liberté d'association, etc. Ce qui caractérise tout de suite le pluralisme ou la liberté en régime démocratique, et ça, dès qu'on pratique ça, on est confronté tout de suite à ça, c'est qu'elle est imparfaite. Contrairement justement à ce que prétend la dictature totalitaire,
qui se dit absolument parfaite, contrairement à ce que prétend la vérité révélée dans l'Église, qui est unique et qui est évidemment un idéal. Là, personne en démocratie ne prétend que c'est quelque chose de parfait. Et en effet, cette liberté est toujours relative. On en a des exemples tous les jours. La campagne américaine aujourd'hui, vous voyez bien ceux qui la suivent, qu'il y a quand même quelque chose qui nous frappe et nous choque beaucoup. C'est que cette liberté qui est extraordinaire, la liberté aux États-Unis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sauf qu'elle est complètement bordée par des millions de dollars. C'est-à-dire que c'est quand même l'argent qui borde sur la gauche, l'argent qui borde sur la droite. Et toute cette campagne américaine, c'est quand même d'abord de l'argent, quoi. Et ça, pour nous, c'est quand même un peu choquant. Et pourtant, nul ne peut contester que la démocratie américaine est probablement la plus libre du monde. Mais c'est quand même des choses tout à fait étonnantes. Plus près de nous et plus anecdotiquement, est-ce que le vote obligatoire, en Belgique, le vote est obligatoire, c'est de l'autre côté de la frontière. Est-ce que l'obligation de voter, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui caractérise la liberté? Et puis nous-mêmes, combien de fois dans cette société, le principe de précaution, etc., si vous avez envie de fumer, vous êtes obligé d'aller dehors aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment la liberté? Bon, vous voyez, on peut toujours décliner l'imperfection de cette liberté. Mais, petit exemple tout simple, que les plus âgés d'entre vous, c'est-à-dire ceux qui ont mon âge, se rappellent très bien. Sous De Gaulle, il y avait une censure. C'est là que je reviens avec ma censure soviétique, là. Évidemment, ce n'est pas tout à fait la même, mais c'est la même institution. C'est des gens qui regardent ce qui se dit à la télé, à la radio, dans les journaux, et qui à un moment disent « Ah non, ça, vous ne pouvez pas le dire. » Pourquoi? C'est comme ça. Et sous De Gaulle, il y avait en effet une censure, et la télévision était soumise à la censure. Est-ce que la France était une dictature? Bien sûr que non. La France était en effet une démocratie. C'est vous dire que c'est relatif tout ça, car on peut en effet... C'était notre cas, à nous, il y a 40 ans, être une démocratie avec une censure. Alors tout ça se décline, bien entendu, mais l'important, c'est que ça se décline selon les pays. En ce moment, on est dans le 40e anniversaire de mai 68, alors c'est vraiment depuis mai 68, tout a changé, etc. C'est bien d'ailleurs de revoir, de revisiter toute cette histoire-là. Et en effet, on se rend compte que depuis 68, la société a quand même drôlement changé. Mais enfin, il ne faudrait pas croire non plus que la France d'avant mai 68 était une dictature. C'est évidemment absurde. L'important dans notre pays, et là, vous vous rendez compte tout de suite quand vous êtes un praticien, et je sais que je ne suis pas le seul ici à avoir été ou à être directeur de la communication, c'est la loi. Il y a une loi qui est votée par le peuple, et puis la loi, c'est la loi. Et vous ne pouvez pas aller contre la loi, c'est simple. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes directeur de la communication, faire passer un copain pour tel marché. Vous ne pouvez pas imposer votre vue dans tel endroit. Vous ne pouvez pas imposer un journal, un article ou une idée, etc. C'est ça qui différencie évidemment ma troisième expérience de mes deux premières. Le pouvoir en démocratie, ça existe. En ce moment, on baigne dedans quand même. Hein. Depuis d'ailleurs les présidentielles, on voit bien qu'on est en train là aussi d'agiter tous les sujets autour du pouvoir, grâce ou à cause de Sarkozy. Mais c'est vrai que ça remue et ça nous oblige à réfléchir aux limites de ce pouvoir. Car le pouvoir, il a beau être démocratique, il a quand même deux objectifs principaux. C'est un, de s'exercer, c'est-à-dire d'abord d'être conquis, ensuite de s'exercer, et ensuite de se maintenir. Donc là aussi, il faut des outils pour ça. Les outils en démocratie, ça s'appelle le contrôle des médias, le verrouillage de l'information, de l'opposition, ça s'appelle l'utilisation du jargon dans toutes les technocraties, ça s'appelle aussi la langue de bois. Tout pouvoir, y compris démocratique, a besoin et utilise la langue de bois. Le contrôle des médias, c'est banal, on ne va pas y insister. Et puis, il y a aussi quelque chose d'un peu fantasmatique dans le contrôle des médias. Aujourd'hui, croyez-moi, le contrôle des médias, ce n'est pas le pouvoir qui l'exerce. C'est quand même, c'est d'abord les actionnaires. On pourra là aussi y revenir si vous le souhaitez. Le verrouillage de l'opposition, ça a l'air de rien, mais regardez, dans un pays aussi où la démocratie, où le système démocratique est aussi sophistiqué que le nôtre, vous avez quand même quelque chose qui est franchement choquant. Là aussi, qu'on soit de gauche ou de droite ou d'ailleurs, à la télévision, vous avez une instance qui s'appelle le CSA qui dit voilà, la télévision française, c'est comme ça. Il y a un tiers de temps pour la majorité, un tiers de temps pour l'opposition et un tiers de temps pour Sarkozy. C'est la loi, c'est comme ça, c'est la règle.
Parce que le chef d'État est le chef de tous les Français, donc il n'est pas dans un parti, donc il n'est ni majorité ni opposition, etc. Bon, honnêtement, ça fait quand même marrer tout le monde. Mais enfin, c'est ça. Voilà. Donc, ça existe. Le jargon, aujourd'hui, le pouvoir utilise le jargon, mais tout pouvoir utilise le jargon. Vous l'avez dit hier et vous le redirez au cours de ce séminaire. Et à mon avis, vous êtes un certain nombre à être dans une activité qui utilise le jargon à fond, car j'ai l'impression que dans la médecine et dans l'hôpital, le jargon, ça fonctionne beaucoup. Mais la banque, c'est encore pire. Hein. Tout système aujourd'hui utilise le jargon. Et je disais à quelques-uns hier, moi je viens d'être réélu, donc dimanche, dans ma toute petite commune de Lyon. Et je peux vous dire comment se passe la discussion du budget dans une toute petite commune où il y a 11 conseillers dont aucun ne sait compter et où 2 ou 3 seulement savent lire. Eh bien, c'est le trésorier payeur qui vient et qui lit des feuilles informatiques qui sont rigoureusement et totalement incompréhensibles. Mais ce qui s'appelle incompréhensible, si j'avais pensé qu'on en parlerait, je vous aurais apporté ça, c'est hallucinant. C'est-à-dire que même quand on a fait... Enfin, pardon, moi j'ai quand même fait quelques études, les mêmes que vous d'ailleurs, si j'ai bien compris. J'ai un peu bourlingué, j'ai un peu lu des textes. Je ne comprends rigoureusement rien à ce que dit le trésorier payeur le jour du vote du budget de ma commune. Bon. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, que les petites communes, si elles se mettent tout d'un coup à contester l'ordre départemental, car c'est bien de ça qu'il s'agit, bah, où va-t-on ? Et c'est vrai d'ailleurs, moi je suis plutôt pour, entre nous soit dit. Mais fondamentalement, c'est quand même un peu étrange de voir à quel point le jargon technocratique impose la façon de penser de tous les conseillers municipaux de France, quoi. D'accord. Alors, on reviendra, si vous le voulez, là-dessus, c'est-à-dire que d'abord sur la tentation de tout pouvoir démocratique de devenir totalitaire. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez fascinant, car tout pouvoir démocratique, de Mitterrand à Sarkozy, qui sont quand même 2 démocrates fondamentaux, incontestables, l'un comme l'autre, mais on pourrait parler de Chirac ou de Giscard ou de Pompidou, tout pouvoir, chez nous, a tentation à la vérité unique, estime avoir raison et raison surtout, etc. Donc ça, on pourrait y revenir parce qu'il y a quand même 2 données nouvelles qui sont des outils insidieux pour imposer cette façon de voir ou de penser. C'est la communication, il ne faut surtout pas confondre avec l'information, et le politiquement correct. C'est quand même une des choses qui, sur le langage d'aujourd'hui, mérite qu'on s'y attache. Mais je le répète, tout ça dans un état de droit, et c'est en cela que j'ai changé de monde, cet état de droit qui méritera, là aussi on pourra y revenir si vous le souhaitez, qui méritera des réflexions profondes et la volonté de le préserver dans un monde qui est en train quand même de changer complètement, non pas en termes politiques, mais en termes technologiques. C'est-à-dire ce qui menace le plus aujourd'hui ce pouvoir, cet état de droit et tout ce qu'on vient de dire depuis une demi-heure, c'est Internet. C'est les nouvelles technologies, c'est la mondialisation de l'information, c'est le fait qu'aujourd'hui, tout est immédiat et communicable partout. Mais ça, je ne fais que ouvrir une piste qui me permet de conclure provisoirement, puisque je serai évidemment à votre disposition pour toutes les questions. Merci de votre attention.